Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans le 50e épisode de Passion sans modération, le podcast qui met à l'honneur celles et ceux qui vibrent pour la gastronomie et l'artisanat. J'aime recevoir des personnalités qui réinventent la manière de produire, de cuisiner, de transmettre et de s'engager dans le manger vrai. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses d'un savoir-faire, d'une vision, de valeurs authentiques et tout ceci dans une conversation sincère, dans une ambiance chaleureuse autour d'une bonne table. Aujourd'hui, je reçois Nir Chouchana, expert en gastronomie liquide, cofondateur du coffee shop Oh My Cappuccino dans le 19e arrondissement et président du jury concours café AFPA. Bonjour Nir. Salut Virginie. Anthony Dandan, chef de cuisine chez Mazat, un restaurant familial libanais dans le Val d'Oise à Vauréal. Bonjour Anthony. Bonjour Virginie. Eden, alors Streif, c'est alsacien. C'est Lorrain. Je suis alsacienne, j'adore. Donc Eden Streif, directeur de la restauration dans l'établissement Bloom Garden au Bloom House Hotel. Bonjour Eden. Bonjour Virginie. Paul-Augustin Delattre, créateur de Bulles de Ruche, première marque française d'hydromel moderne. Bonjour Paul-Augustin. Salut. Je te garde. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer Bulles de Ruche ? D'ailleurs, j'adore, je trouve ça tellement poétique. Très joli, Bulles de Ruche. Merci. Donc moi j'ai 36 ans et puis j'ai toujours désiré travailler dans le monde des vins et spiritueux. Je me suis très vite mis à me former au vin via le WSET, qui est un diplôme d'œnologie londonien. Et puis j'ai suivi ces études jusqu'au niveau 4, qui est considéré comme un niveau assez élevé. Donc tu es un expert ? En tout cas, j'espère le devenir. J'ai créé il y a quelques années une première entreprise dans le vin qui s'appelait Melchior. Et cette entreprise avait pour objectif de réconcilier les amateurs de vin qui n'y connaissaient rien avec les producteurs qui, pour le coup, étaient des vrais connaisseurs. On avait créé un algorithme qui permettait de faire du matching, en fait, entre les profils gustatifs de n'importe quelle personne et n'importe quelle bouteille de vin pour essayer de réaliser des pourcentages du coup de matching. Cette entreprise a été revendue au Petit Ballon à l'époque. Et puis ensuite, je me suis mis à réfléchir à un nouveau projet. Cette fois-ci, en me rapprochant davantage de la production, avec pour idée non pas forcément de créer une énième marque d'un segment d'alcool que j'aurais pu aimer, mais vraiment d'essayer de faire quelque chose d'innovant qui sortait des sentiers battus. Bon an, mal an, je me suis intéressé au miel et à ses particularités gustatives, notamment le fait qu'un miel issu d'une région particulière va avoir un goût différent d'un miel d'une autre région, ce qu'on pourrait appeler dans le vin un terroir, ce qui est lié très certainement aux fleurs qui sont butinées. Et puis de ça, on a découlé 1 an de R&D sur la fermentation du miel, donc qu'on pourrait appeler l'hydromel plus largement, mais en utilisant des miels très différents, avec de ce fait une fleur majoritaire, donc ce qu'on appelle un miel monofloral. Donc par exemple un miel de lavande de Provence ou un miel de tilleul de Picardie, d'ailleurs qui vient de recevoir. On sent déjà quand tu parles, on sent les choses. Ouais, c'est top. Et donc l'idée de base dans le projet de R&D, c'était de voir, d'essayer de s'assurer que lorsque l'on faisait fermenter un miel avec une fleur majoritaire, on avait en termes de produit fini, donc fermenté, quelque chose qui était vraiment gustativement marqué. Différent d'un autre miel. Et il s'avère que c'est le cas. C'est de ce fait une deuxième question qui est arrivée très vite, c'est pourquoi personne ne l'a fait avant ? Pourquoi personne ne s'est dit qu'on pourrait utiliser un miel comme un cépage, en fait ? J'ai toujours pas la réponse à cette question. En tout cas, toi, tu y as pensé. Après 5 ans de vie de Bulles de Ruche, mais nous, on a tracé notre route et puis on a lancé le projet en 2020. Et ça donne quoi ? Et ça donne quoi ? Aujourd'hui, on est une entreprise, la première marque d'hydromel moderne
française. Alors moderne parce que des producteurs d'hydromel, on en a beaucoup sur notre territoire, et d'ailleurs qui font des choses magnifiques. Mais en ce qui nous concerne, l'idée était de non seulement mettre en avant les différentes fleurs, les différents miels de chaque terroir français, mais aussi de proposer une boisson qui soit dans l'air du temps, selon ce que nous, on considérait être dans l'air du temps, c'est-à-dire quelque chose de faible en alcool, donc on est, nous, à 4,5 degrés, quelque chose qui soit festif, donc pétillant en ce qui nous concerne, et quelque chose qui soit léger en sucre. Ça veut dire que nous, sur le sucre résiduel, dans une bouteille, on est autour de 30 grammes par litre. L'objectif est donc de faire renaître ce segment, cette catégorie qu'est l'hydromel, mais avec un produit qui soit peut-être plus appétant pour les jeunes générations. Et c'est ce qu'on a fait, en tout cas ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans, avec comme client majoritaire à 80% le monde du CHR. La restauration, le bar à cocktail, et d'ailleurs même plus la restauration haut de gamme, puisqu'il s'avère que les vrais précurseurs, les vrais dénicheurs, les vraies personnes qui sont à l'écoute de ce que notre innovation propose, ce sont les chefs. Davantage que les cavistes, par exemple, qui pour le coup sont plus en attente d'un marché, d'une catégorie qui tourne déjà, pour la promouvoir, alors que les chefs, au contraire, vont chercher des choses qui n'existent pas. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. On distribue partout en France. On distribue aux États-Unis via un importateur national, au Canada, en Ontario, via le monopole de la LCBO, et au Japon. Super, merci. Alors du coup, moi, le mot qui me vient tout de suite, c'est la créativité. Créativité parce que tu parles des chefs, d'intégrer justement cet hydromel moderne, peut-être, soit dans des préparations alcoolisées, cocktails. Je parle du coup de la gastronomie liquide. Nir, c'est toi, la gastronomie liquide. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est ce concept et comment tu en as fait ta marque de fabrique aussi autour du café? Écoute, moi, c'est pas vraiment un concept, c'est plutôt une constatation que... Au final, on était des cuisiniers liquides. Moi, j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait de la mixo. La mixo est devenue ma vie par erreur. Hein. Moi, j'ai poussé la mauvaise porte pendant un stage et je me suis retrouvé dans le bar et je suis tombé complètement amoureux de ce truc-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on faisait que cuisiner des liquides. C'était pas vraiment un concept. Et quand on a commencé à me demander il y a quelques années, parce que bon an mal an via mon parcours. Ça fait 2 fois vous utilisez bon an mal an. Parce que c'est le mot clé en fait. Ouais, ce sont des expressions du XIVe siècle qui nous plaisent particulièrement à nous experts pour montrer que on a très peu de culture, alors on l'étale. C'est comme la confiture. Je t'ai coupé. Non, c'est super. Je te laisse reprendre. Non. Et si tu veux, le principe de se dire, oui, je suis un peu expert en café, oui, je suis un peu expert en chocolat, mais à boire, oui, je suis un peu expert, je suis un peu. Et en fait, le global, c'est quoi? Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, en fait, moi, je suis un gastronome. Moi, j'ai été chef de cuisine, j'ai eu mon restaurant, j'ai été chef barman dans des palaces, j'ai été mixo, je suis barista, je suis torréfacteur, et du coup, c'est quoi le lien de tout ça? C'est la gastronomie, mais à boire. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, à un moment donné, j'ai mis un mot dessus qui était pas compliqué. Je me suis pas trop creusé la tête et ça tombait bien, quoi. Voilà. Ok, alors justement, tu dis barista. Qu'est-ce que c'est exactement le barista? On en parle beaucoup, donc mixologue. Ouais, du coup, c'est ça, mixologue. Barista, c'est des mots qui sont de plus en plus tendance. D'où ça vient? Qu'est-ce qui a basculé? Pourquoi la modernité, justement, demande ça de plus en plus dans la gastro? Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, quand tu disais que tu étais barman, c'était assez antinomique. Tu pouvais être le petit tonton qui servait des espressos et des Ricard yaourt au coin du comptoir. Si, c'est vrai, quoi, c'est vrai. Tu vois, dans notre Bretagne profonde, le maître de Ricard, ça existe encore. Non, on n'en parle pas assez, à consommer avec modération, il faut le dire. Est-ce que je peux inviter un maître Ricard? On va trouver. Ceux qui veulent venir, non, mais tu vois, c'était assez antinomique. Moi, je me souviens de mon père qui s'est assis le jour où je lui ai dit, papa, en fait, je vais être barman, alors qu'il m'avait fait rentrer dans une des plus prestigieuses écoles hôtelières de France. Ça n'a pas été simple à avaler, quand même. Déjà, avaler que son fils allait être cuisinier, alors que lui était prof, c'était pas forcément easy. Et puis du coup, quand je lui ai dit que j'allais être barman, alors là, c'était un choc. Mais du coup, il me l'a dit lui-même, il m'a dit c'est un peu antinomique. Et je pense que la profession s'est réveillée à un moment donné, a eu besoin de scinder un petit peu toutes les spécificités. Donc, tu avais le flair tender, c'était celui qui faisait du jonglage. Évidemment, tu avais le mixologue, ça, c'est venu plutôt, d'ailleurs, du Canada. C'était mixologiste là-bas, et c'est parce qu'eux ont toujours des termes très précis pour chaque partie. Et donc là, c'était vraiment la personne qui était apte et qualifiée pour mélanger les choses entre elles et faire des cocktails.
Et tu as le barista qui, lui, ça c'est un concept qui est plus arrivé dans les années 80, 90, où on avait vraiment le barista, c'était le spécialiste du café, principalement en Italie, parce que barista, à la base, c'est barman en italien. Mais comme là-bas, il y a une vraie culture du café, du cappuccino. D'ailleurs, toutes les boissons à base de café portent un nom italien. C'est pas anodin. C'est vrai. Et du coup, sauf le flat white, qui est australien. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Un double espresso dans un cappuccino. Simplement. Ok, flat white. Ouais, parce que du coup, on met moins de mousse et du coup, c'est un peu plus plat. Très, très australien, ça. Flat white. Flat white, oat milk. Bon, et aujourd'hui, du coup, avec ce parcours quand même assez atypique, mais en même temps brillant, ton papa, il a dit OK. Ouais. À un moment donné, il m'a quand même dit. Il a lâché. Je savais pas trop ce qu'on allait faire de toi, donc tu t'es finalement pas si mal tombé. Oui, non, ça s'est bien passé. Le parcours finalement a été bien plus. Moi, je touche du bois, mais il faut pas taper sur la table. Mais le parcours a été assez chanceux. J'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu de belles opportunités. Et t'as bossé aussi. Ouais, j'ai un peu mis ma vie de côté, vraiment, pendant des années. Mais du coup, ça a payé. Et puis aujourd'hui, c'est un plaisir. Je vis de ma passion et ça, c'est une richesse, quoi. Super. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, pas du tout. Comment s'appelle ta boîte ? Je ne sais pas. Alors, du coup, pareil, je fais des liens. Tu parles de papa. Moi, je pense tout de suite à Anthony. Parce que moi, j'ai rencontré ton papa qui s'appelle, redis-moi. Frédéric. Et toi, Mazat, c'est une entreprise familiale. C'est ça. Voilà, donc moi je connais le frère, je connais la mère, je connais le père et l'autre frère. Christopher. Donc comment on en vient à créer un restaurant ensemble, en famille ? En fait, on suit la passion de notre père qui est dans la restauration depuis toujours. Il a bossé toute sa vie là-dedans, mais il n'a jamais eu sa propre affaire. Et quand on vit, je pense, la vie qu'il a vécue, on est allé 2 fois au Liban, lui il a vécu la guerre là-bas. Avec ma mère, ils ont une vie assez complexe et je pense qu'au bout d'un moment, il est revenu en France avec nous. On s'est tous retrouvés du coup dans la maison de base où il a tout commencé à Vorial et les opportunités. Mon père, c'est toujours il y a un train, on le prend. On lui a dit qu'il y a un petit lotissement qui va se monter à Vorial, la ville de base où on a toujours tous grandi. Lui, tout de suite, il a dit « Ok, maintenant on arrête de bosser pour les autres et on ouvre un resto ». Moi, à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. Alexandre, il était vers Toulouse, il me semble, à ce moment-là. Christopher, il faisait du sport. Et en fait, on s'est tous dit on va tous faire ça, en fait. On était tous à fond, on s'est tous retrouvés avec notre mère qui nous pousse toujours qui nous porte tous un peu depuis le début. Naturellement, du coup, on est parti vers un restaurant traditionnel libanais. Mon père, dans la cuisine... ils nous ont toujours fait à manger, toujours mangé libanais à la maison, français à l'extérieur, libanais à la maison. Ça fait partie de nous. Moi, personnellement, du coup, j'ai toujours été dans la cuisine. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été dans ses pâtes, etc. Et à ce moment-là, moi, j'étais en mode, je vais faire un peu de droit, un peu d'éco, mais... Je savais pas ça. Ouais, personne le sait. Ça y est, tout le monde le sait. Non, mais c'est parce que moi j'étais dans cette démarche, faire des études, etc., alors que de base, je pense que tu as vu la photo au restaurant, je voulais faire de la cuisine. Et donc moi tout de suite, ok, moi je viens, j'arrête tout ce que je fais là, c'est bon. T'as saisi l'opportunité aussi. Je viens, j'essaye, puis il a monté le projet avec Alexandre, avec ma mère, Christopher et moi, et on s'est lancé là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, il y a combien de restaurants ? Aujourd'hui, on a 4 points de vente. Donc le principal, il est à Vorial, ça fait 10 ans, celui-là tu le connais. Et je l'adore. Ouais. C'est moi j'ai un petit coup de cœur aussi, c'est le premier, quoi. C'est la base. Après, on a ouvert à Cergy-Trois-Fontaines, un deuxième point de vente, un peu plus snacking, sandwich, parce que notre cuisine elle s'y porte bien. On a ouvert à Buchelet aussi, donc vers Mantes-la-Jolie, un restaurant. Et le dernier en date, c'est un petit point de vente dans des halles, les halles Agrivin à Rouen. Et Alexandre me disait que ça marchait bien à Rouen. Ça marche. Et un autre projet ou pas pour l'instant ? Alors pas pour le moment. on se calme. Là, on est sur un chiffre, on est 4. À être à fond dedans, il y a 4 points de vente, c'est déjà compliqué. Ouais, c'est 4, c'est bon. Et on va se focus justement sur se développer sur les 4 restos qu'on a déjà, pousser un peu plus loin. Moi, avec l'expérience que j'ai eue, du coup, je pense qu'on en parlera. Ouais, on en parlera après. Mais du coup, apporter quelque chose de nouveau et se concentrer là-dessus déjà. Et pour le moment, il y en a pas d'autres en vue en tout cas. Après, mon père. Oui. S'il y a une opportunité, il est toujours du genre... Allez, un autre train. Je monte dans un autre train. Bon, merci beaucoup, Anthony.
Alors, Eden, est-ce que tu peux me raconter ton parcours professionnel dans l'industrie hôtelière ? Parce que tu es jeune. Je suis jeune, tout à fait. Mon parcours, alors initialement, je ne voulais pas faire... Je n'étais pas prédestiné à ça. Initialement, je voulais faire chirurgien esthétique ou me lancer en tant qu'avocat d'affaires par Sciences Po. Mais c'est pareil, ça, je ne savais pas. Exclusivité du podcast. Donc, je savais que pour poursuivre mes études, il fallait que je paye mes études. Et j'ai eu la chance, du coup, de travailler dans un restaurant à Beaune, donc avec le chef Olivier Streif, qui a pu m'apprendre les ficelles du métier. Voilà, je suis resté au bout de 2 mois à travailler avec lui et sa femme. Olivier, il me fait un rendez-vous et il me dit, écoute... Parce que c'est ton oncle. C'est mon oncle. On fait le lien quand même avec le même nom. On peut le dire, du coup. Oui, voilà, donc c'est mon oncle. C'est vrai qu'on a cette relation qui... Certes, c'est mon oncle, mais moi, je le vois plus comme mon chef. Et pour le coup, ça le restera toujours... Et pour moi, c'est important aussi. Bien sûr. Voilà, à savoir que du coup, au bout de 2 mois, il me dit, Eden, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de chefs de rang, maîtres d'hôtel, de directeurs. Pour moi, tu es fait pour ce métier. Donc voilà, j'ai dû réfléchir très rapidement. L'année scolaire allait repartir. Donc moi, j'avais fait ma première année dans un lycée classique. Donc je me suis lancé avec Olivier. Je lui ai dit, écoute, c'est parti. Et donc, j'ai quitté ma Lorraine, donc Saint-Avold, pour ceux qui connaissent. Je ne connais pas. Personne ne connaît. Non, personne ne connaît. En tout cas, village, ville, combien d'habitants ? C'est où la Lorraine ? Pas loin de l'Alsace. Voilà, donc je me suis lancé dans des écoles hôtelières par un lycée STHR, donc Sciences de la Technologie de la Restauration. Ensuite, je suis rentré dans une école des métiers de Longwy, toujours à côté de Dijon. Voilà, le but, c'était de continuer les études par un bachelor, où j'ai rejoint l'école Ferrière pour 1 année. Super. Voilà. Et à la fin, du coup, de ces études, de ce bachelor, j'avais donc ce fameux stage de fin d'année à l'international, où j'ai pu rejoindre les équipes du Burj Al Arab, donc à Dubaï, pendant pratiquement 1 année. Donc c'était incroyable, c'était une vraie expérience. Pour le coup, c'était l'après-Covid. Donc du coup, tout repartait. Le but, c'était de vraiment mettre en place les standards qu'on avait en France, mais les appliquer à Dubaï. Donc ça casse un peu l'image qu'on peut avoir du superficiel ou du on fait ça, c'est un peu la fête, on casse des assiettes par terre et ça s'arrête à ça. À savoir que du coup, la plupart des équipes, on va dire du Georges V ou en tout cas des palaces parisiens, sont allés à Dubaï du coup pour mettre ces standards. Et 1 année après, du coup, Michelin, Goemio ont commencé à vraiment s'intéresser à Dubaï et appliquer du coup la réglementation. Et voilà, après moi je suis rentré parce que je voulais quand même connaître la scène parisienne. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est vrai que c'est reconnu également à l'international. Donc je suis rentré, je suis intégré les équipes du Georges V pendant une courte période. Et vraiment ce qui a changé ou en tout cas fait prendre une autre voie, on va dire, dans la restauration, c'est ma rencontre avec Monsieur Courtiade. Donc Denis Courtiade qui est le directeur donc, du restaurant au Plaza Athénée. Ça fait maintenant... On parle de petites adresses, là. Ouais. Ça fait maintenant... C'est nos cantines, quoi. Ouais, c'est comme Saint-Avold. Non, voilà, Monsieur Courtiade qui a été qui est toujours quelqu'un de très important pour moi. C'est vrai que je me suis beaucoup lié à lui, ou en tout cas comme figure. C'est vrai que, donc, lui, c'est alias Bisouman. Moi, je suis Bisou Boy. C'est vrai que... Comme un mentor, en fait. Voilà, c'est ça, comme un mentor. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes vont dire que la personne est assez, je dirais, distante, ou en tout cas, on attend quelque chose de très poussé avec une personne. Et c'est en fait le après-coup, on se rend compte que c'est pas parce que la personne n'est pas derrière vous tout le temps qu'elle n'est pas présente. Bien sûr. Et ça qui est important. Et soutenante. Tout à fait. Donc, je suis resté au Plaza Athénée. On a fait l'ouverture de Monsieur Humbert au Plaza. On a eu la première étoile. Tout s'est très bien passé. Pour le coup, c'était une expérience qui était géniale. C'est vrai qu'avec ce type de chef, voire de directeur artistique, finalement, c'est des expériences qu'on peut vivre, qu'on n'aurait pas eu l'impression de pouvoir vivre quand j'étais tout petit. C'est vrai que quand on vient de Saint-Avold, on ne se dit pas que je ferai des événements pour Beyoncé, que finalement, voilà, je rencontrerai beaucoup de personnes qui sont importantes, en tout cas pour moi. Et, c'est ça la magie de la vie. Ouais, aussi. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on touche aussi à l'hôtellerie-restauration, c'est que ça permet aussi d'accéder à un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît de loin, et finalement prendre son pied. Puis voilà, donc après cette année, donc ces 2 années au Plaza Athénée,
Donc Olivier me rappelle et me fait la proposition de rejoindre donc les équipes du Bloom Garden. Du coup, je rejoins les équipes en tant que directeur adjoint de la restauration. Et c'est au bout de 3-4 mois que du coup, j'ai la chance et la possibilité d'atteindre le poste de directeur. Donc maintenant, ça fait 1 an et 5 mois que je suis au Bloom Garden et pratiquement 1 an que je suis directeur là-bas. Et c'est un lieu que j'adore. Et que j'adore aussi. Et où je vais très souvent, parce qu'en fait, c'est Gare de l'Est, à côté de Gare de l'Est. Donc c'est vrai que Gare de l'Est, on se dit, il n'y a pas grand-chose là-bas. 19e arrondissement. Non, mais pardon. Mais en termes de restauration, d'accueil, de lieux très hospitaliers qui fait voyager, il n'y a pas grand-chose. Et quand j'ai poussé la porte du Bloom, plein de gens l'ont poussé avec moi, parce que j'ai fait venir beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, tu m'as vu souvent. Et c'est magique. Faut y aller, c'est magique. C'est incroyable. Ouais, et là, en plus, on rentre dans les beaux jours, donc il va y avoir le jardin d'hiver. Le jardin de l'extérieur. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que je vous invite tous à nous rejoindre, à venir du coup découvrir le lieu. Et c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on est ouvert, parce que finalement, ça reste un projet qui est très jeune. Et quand je vois l'accélération que ça a pu prendre et où en tout cas la direction veut nous mener, c'est... Mais là encore, c'est le boulot. C'est le boulot. C'est le talent. Je veux dire, il y a un accueil qui est dingo. Oui. Le lieu est dingo. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Tu vois, c'est ça aussi. Quand la clientèle, je pense qu'elle est l'hôtel. Enfin, moi, j'ai pas testé l'hôtel, mais ça a l'air d'être très chouette. Tout, hein. C'est vrai que le lieu, c'est ce qui est génial, c'est que c'est souvent quand on regarde sur Internet, on va regarder des photos, on voit un lieu, on se dit bon. C'est sympa. Et qu'est-ce que ça donne en vrai? C'est vrai que quand on arrive du coup au Bloom House Hotel, on a une vraie claque. C'est vrai qu'à côté de Stalingrad, gare du Nord, gare de l'Est, vous dites, vous arrivez sur le lieu, et c'est vrai quand on parlait de ce côté accueil, donc vous êtes en fait au Bloom Garden, au Bloom House, vous avez une jolie décoration, vous êtes bien accueillis, vous mangez bien, vous êtes bien reçus, un joli hôtel. Et finalement, c'est ce tout qui permet de vraiment créer un lieu, une identité. L'expérience. Et l'expérience. Et oui, c'est important. Merci beaucoup, Eden. Paul-Augustin, alors, toi, tu t'es lancé dans quelque chose de très novateur et tu disais tout à l'heure, mais pourquoi personne n'y a pensé? Du coup, depuis 5 ans, quels ont été les plus grands défis de l'expansion, de la crédibilité et du rayonnement de Bulle de Ruche? Je pensais que ça allait être de créer une marque, mais en fait, c'est de défricher un segment complet. Parce que dans le commerce, quand tu milites pour ta marque, sur un segment qui existe déjà, c'est quand même assez facile pour la personne avec qui tu parles de comparer avec l'existant. De dire, c'est meilleur, c'est moins cher, je sais pas, il y a un service après-vente qui est mieux fait, le packaging est là. Mais en ce qui nous concerne, il y a d'abord une mission d'évangéliser sur la consommation d'hydromel, qui plus est un hydromel qui n'est pas un hydromel, donc en fait c'est encore plus complexe. Alors pourquoi tu dis que c'est un hydromel qui n'est pas un hydromel? Parce que lorsqu'on dit hydromel, il s'avère que la plupart des gens ont en tête quelque chose quand on leur dit le mot hydromel. Pour tout le monde, c'est à peu près différent. Mais pour tout le monde, c'est quand même quelque chose qui est assez chargé en alcool, qui est assez chargé en sucre, en miel, et quelque chose qui est ancestral, qui n'est pas, on va dire, dans le bon sens de l'ancestral, qui est plutôt désuet. Mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a de nombreux producteurs d'hydromel traditionnels qui font des choses exceptionnelles et qui sont d'ailleurs primés et servis dans des restaurants de très bon niveau. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est un fait. La plupart des gens ont une image de l'hydromel qui est pas bonne. Donc, c'est à toi de dépoussiérer tout ça. Il y a effectivement, ça, c'était une des difficultés. Et puis évidemment, la deuxième difficulté qui est toujours pour nous le cœur de la bataille, c'est de rentrer dans la journée d'un consommateur. C'est notre produit, à quel moment il est consommé, quel est le perfect serve. C'est la récurrence de consommation du produit. Puisqu'en soi, on parlait de découverte, c'est vrai que c'est essentiel de surprendre, qui plus est avec de la qualité, donc de surprendre positivement. Et c'est ce qui se passe dès qu'on fait déguster à des chefs ou à des consommateurs finaux, des particuliers. Mais c'est la récurrence qui est le plus dur à aller chercher. Et comment justement tu séduis tout le monde pour qu'ils boivent un maximum de ton hydromel? Toute la journée. Je ne sais pas s'il faut en boire 365 par an. On n'a pas de recette miracle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tenté de mettre la main sur, ou tout du moins de mettre un pied dans des mondes qui sont
sont tendances. On parlait de mixologie, c'est vrai qu'on a cherché à travailler avec des mixologues, avec des bars à cocktails, et d'ailleurs on continue à le faire et ça marche plutôt bien puisqu'on a un produit qui en termes gustatifs est assez différent de ce qu'on trouve sur le marché. Le monde de la restauration en accord, mais aussi servi en apéritif, etc. Mais en fait, voilà, on va essayer de trouver des moments de consommation sur lesquels finalement les consommateurs sont déjà en train de consommer des produits alcoolisés, mais en leur proposant une alternative de ce fait qui est innovante, mais qui est aussi plus naturelle, en tout cas comparativement à ce qu'on pourrait trouver par ailleurs. Et voilà. Super, merci beaucoup. Nir. Oui. Bonjour. J'étais là. Alors, tu es le président du jury technique pour le concours AFPA, donc Agence de valorisation des produits agricoles, sur la spécialité les cafés torréfiés à l'origine. Quelle est ta mission exactement ? Ce concours, je le suis depuis très longtemps sans être le président, et ça fait 2 ans maintenant qu'on me propose d'être président parce que du coup, je le maîtrise. Moi, initialement, je suis entré en tant que dégustateur et barista, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait l'infusion correcte, que ce soit en dégustation ou en espresso, parce qu'on ne déguste pas en espresso, normalement c'est un peu trop violent. Alors, dis-nous la différence, parce qu'on a des néophytes quand même qui nous écoutent ou même qui sont autour de la table, sûrement. En fait, j'ai une image très palpable de l'espresso et des méthodes douces. Les méthodes douces, c'est tout ce qui est filtration, percolation, même la cafetière italienne, ça reste une méthode douce. Et puis, en face, on a l'espresso, qui est donc sous pression, qui est assez violente pour le café, qui va aller extraire les huiles essentielles. En fait, imagine qu'on aille se balader pas très loin d'ici, sur la butte Montmartre, et puis tu le sais, il y a des gens qui font des portraits. Certains font des caricatures, et certains font des portraits, à proprement parler. Eh bien, le portrait, c'est une image où on va respecter tes traits et essayer de mettre en valeur tout ce que tu as de beau. Et ça, c'est la méthode douce. La caricature, c'est prendre tout ce que tu as de beau ou de moins beau, et l'extrapoler de manière extrême, de façon à l'agrandir. Moi, on va me faire une barbe hirsute, une coiffure de punk. Par contre, on va me faire aussi des grands yeux et un énorme nez. Et des grandes oreilles, parce que c'est comme ça. J'ai un casque là, mais... Et du coup, tout ça, c'est mis en valeur. L'espresso, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qu'il y a dans le café et on va vraiment l'extrapoler. Et ça, c'est dû à la pression. On monte au-dessus de 9 bars, généralement. Donc, le grain moulu est traversé. Donc, toutes les huiles essentielles, tous les sucres, tous les caramels se retrouvent dans la tasse. C'est pour ça que c'est très court, c'est pour ça que c'est très intense, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent « j'aime pas le café », parce qu'ils n'ont jamais goûté une méthode douce, en fait, qui est une infusion ou une percolation. Super. Il y a c'est très technique, mais il y a quelques petits détails qui changent. Beaucoup de pédagogie, merci, ça c'est très clair. Voilà. Mais du coup, l'idée c'est ça, c'est quand on fait un concours, on doit déguster le café. Or, si on regarde des caricatures, au bout d'un moment, on voit plus les détails, parce qu'en fait, on est saturé très très rapidement. Alors qu'en fait, quand on regarde des portraits, on peut les regarder sans fin et étudier le moindre détail, parce qu'en fait, on n'est pas saturé. Et c'est exactement ça la dégustation. Donc, on va faire, au concours AVPA, on va faire 2 dégustations. Les gens nous envoient du café qui est torréfié à l'origine. Voilà, c'est très particulier, parce qu'en fait, souvent, les producteurs de café, c'est pas les rois de la torréfaction, quoi. Et donc, ils ont des très bons cafés, puis ils savent pas les torréfier. Et quand on demande à Philippe Juglar, qui a créé et initié non seulement l'association, qui est quand même une ONG, hein, donc c'est pas anodin, mais aussi le concours, pourquoi on reçoit pas le café vert et on le torréfie nous-mêmes, finalement, parce qu'on saurait sortir le meilleur de ce café-là. Il nous dit non, parce qu'en fait, on a été suffisamment bête pendant toutes ces années pour leur faire croire que le café qu'ils produisent, c'est une matière première. Alors qu'en fait, et c'est là où je t'écoutais parler tout à l'heure, quand tu parles de pourquoi personne n'y a pensé avant, eh bien parce qu'en fait, le miel, c'est du miel. Le café, c'est du café. On n'a pas cette culture de dire « Waouh, le vin, le cépage, la région ». Pourtant, si aujourd'hui, je te dis « Bah tiens, t'es en train de boire un vin français », ça parle à personne. On va te dire « Oui, mais un français, Bordeaux, Bourgogne ». Le café, c'est pareil. On boit du café du Brésil. Waouh, c'est 17 fois la France, le Brésil, quoi. Donc, on boit quoi, en fait ? Et en fait, c'est ça. Donc, torréfier le café à l'origine, c'est donner l'opportunité aux gens qui produisent du café, qui le font pousser, qui sont les vrais artisans, en fait, de la culture du café, de nous parler de leur café d'une manière différente. Et quand ils regardent leur champ, ils voient plus une matière première, ils voient une matière gastronomique. Et à ce moment-là, ils pensent différemment la récolte, ils pensent différemment le bio, ils pensent différemment le respect des humains, ils pensent différemment plein de choses. Et ce concours AVPA, il est là pour ça, en fait. Donc on reçoit des cafés à déguster en méthode douce, donc on va simplement les infuser.
Et on va recevoir des cafés qu'on va déguster aussi en espresso. Alors là, par contre, c'est un marathon parce que toi, tu y as participé. Quand on déguste en espresso, on sature vite. Alors on fait des pauses, on prend des verres d'eau, on mange un petit morceau de pain, un petit morceau de pomme, on fait une bonne pause déj et puis on y revient, mais on goûte bon an, mal an comme ça sur 2 jours, 3 jours. On goûte pas loin de 200 cafés quand même. Alors, faut préciser, je te coupe, intense. Mais l'AFPA, en fait, font des concours donc, pour le café, mais ils font aussi pour le chocolat, pour le thé et pour les huiles végétales. Et toi, tu connais bien celui des huiles, toi. Voilà, moi j'ai fait celui des huiles. Et effectivement, on se dit, bon, le café, le vin, tout ça, on peut déguster. Et qu'est-ce que ça donne, les huiles végétales? Mais en fait, ton palais s'habitue très vite. C'est-à-dire que le premier verre, tu fais, oh là, ça va être compliqué. Et en fait, après, tu t'ouvres, les papilles s'ouvrent, le goût s'ouvre, et tu dégustes et tu découvres, et c'est assez scotchant. Le thé aussi, hein. On a tous l'impression qu'on boit du thé Twinings et des choses comme ça, mais quand on commence à rentrer dans les thés, on reçoit des feuilles de thé. Enfin, moi, j'ai participé, parce que je suis pas assez expert en thé, donc j'ai participé en jury secondaire après que ça a été défriché, juste pour voir, en fait, parce que ça m'intéressait. Mais il y a des feuilles, elles arrivent, elles sont immenses, quoi. Puis il y en a, c'est des micro-feuilles, etc. J'ai pas fait le thé, faudrait que je le fasse. Ah oui, il faut le faire. Vraiment, tu vas voir. Salut Karine. Ouais, carrément, ouais. Qui est une bible. Ah ouais, non, mais elle est incroyable. Merci beaucoup, Anthony. Yes. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait ouvrir son restaurant? N'y va pas. Beaucoup de courage, déjà. Non, mais il faut s'accrocher, il faut avoir envie, il faut aimer ça. Il faut s'accrocher parce qu'au début, c'est dur, quoi qu'il arrive. Même ça marche, c'est dur, ça marche pas, c'est dur. Il faut foncer et avoir envie, quoi. C'est pas si compliqué que ça, de base. Mais il faut y aller, quoi. Oui, puis il faut tenir le rythme. Donc toi, tu es le chef donc, de Mazat à Vauréal. De quelles personnes sont composées l'équipe? En fait, toi, en cuisine, en salle, vous êtes combien? Alors, à Vauréal, on est en cuisine, il y a moi, il y a mon sous-chef, donc c'est Adama, je pense que tu l'as déjà vu. Oui, Adama, trop bien. Il y a Kantan, c'est un chef qui produit tous les beignets. Donc, on fait ensemble les farces et les pâtes. Et il est là toute la journée. Donc, les beignets, c'est les kébés. Par exemple. Une sorte de beignet, ouais. Okay. Et du coup, tout est fait maison. On a 8 sortes de beignets différents. Donc, lui, il s'occupe principalement de ça. Il vient, il produit des kébés à fond, des ricacas, des sambousecs, etc. Et qu'on va envoyer à Cergy ensuite et dans les autres points de vente. Donc, en salle, on a Quentin, que tu connais, qui est maintenant comme un frère pour moi et un membre de la famille pour tout le monde. C'est un vrai pilier dans le restaurant. Oui, c'est un peu le manager, directeur du resto indirectement, quoi. Il est toujours avec nous depuis 7-8 ans, je pense, maintenant. Et après, on se complète avec soit j'appelle mon frère qui vient pour les gros services. On a une étudiante avec nous en ce moment. Et voilà, après, petite équipe finalement. Ah, mais ça envoie combien de couverts? Il est grand, le resto? Il est grand. Alors, on peut monter à 70 si on veut. On va tourner environ à 25-30 couverts midi. Et le soir, ça dépend. En week-end, on se fait cartonner. En semaine, on tourne 25-30 aussi. Et le brunch du dimanche. Que j'adore. Un sacré sujet, ouais. Pourquoi un sacré sujet? Non, un sacré sujet parce que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau qu'on veut mettre plus en avant, qui est assez complexe à mettre en avant parce que c'est quoi un brunch libanais finalement? Parce qu'il y a beaucoup de salé. C'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Comment faire comprendre qu'on peut bruncher libanais, avoir des croissants aux za'atar ou des brioches et faire comprendre que nous, le brunch pour nous, on mange beaucoup de fromage blanc, le labné, les manouchés, on peut manger du houmous. C'est quoi les manouchés? C'est une sorte de pizza, c'est une pâte, plus une pâte à pain avec dessus donc le fameux za'atar, l'huile d'olive, le sumac. Simple en fait, que nous on mange ça le matin en fait. À la place des viennoiseries, c'est notre petit déj. Moi je me rappelle au Liban, on se levait, ma mère me donnait de l'argent, on allait le matin, on chopait les manouchés et on revenait, on mangeait ça le matin quoi. Et faire comprendre qu'on peut bruncher libanais. Alors que le brunch c'est plus on va manger les œufs le matin, de la viennoiserie, on va finir par un peu de chocolat, de crêpes, de gaufres, avec des petites salades et tout. Donc ça, c'est un sujet parce qu'on n'est pas à Paris, en fait. À Paris, on a tout. Faire comprendre dans le Val d'Oise qu'on peut bruncher autre chose que le classique, c'est une petite mission. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, pour l'anecdote, moi, j'ai eu la chance, le privilège de faire un 4 mains avec toi. Donc ça, c'était au mois d'octobre, je crois, 17 octobre. C'est ça. Je crois. Donc, j'ai pris avec toi possession des cuisines. J'ai adoré. C'était cool. Voilà. C'était une expérience de fou. Ouais, c'était top. Et qu'est-ce qu'on doit dire?
On en fait un deuxième. Vu que le premier, il a plu, il a cartonné, on en fait un deuxième le 12 juin. On est bien d'accord. Donc là, on va essayer il faut qu'on fasse le menu, d'ailleurs. Il faut qu'on fasse le menu. On va essayer de se voir plus de 2 fois, là. Non, mais c'était bien parce que le premier, on avait essayé, on avait fait une crème brûlée. Je me souviens plus. Crème brûlée au cumin. Voilà. Et avec les feuilles, les cheveux d'ange aux attards dessus, en fait. Ouais. Et on avait fait après, les kébés, on avait fait au petit marron, farci à la viande, ouais. On a mixé, en fait, nos passions et nos cuisines. C'était assez cool. Ouais. Ça a vraiment été la cuisine fusion, la fusion des identités. Et donc, j'ai hâte de faire quelque chose autour de l'été. Et moi aussi. On réfléchit. Merci beaucoup, Anthony. Du coup, Paul-Augustin, toi, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur de la food tech qui souhaiterait se lancer dans l'industrie des boissons, novateur ou traditionnel? Ouais, on parle bien de l'industrie, donc de la production et de la vente d'un produit. Ouais. Je pense qu'il faut, dès le moment où on construit son business plan, avoir une idée de comment on va distribuer le produit. C'est ça. Je peux en parler puisque j'ai fait l'erreur de ne pas le faire. Donc, moi, j'ai toujours été très sur le côté production, produit. C'est moi qui ai écrit les recettes de Bulle de Ruche. Je suis beaucoup moins sur le commerce. J'ai toujours été très méticuleux dans la R&D en termes de chimie, de chacune des cuvées qu'on a sorties, dans le développement même des eaux de vie de miel qu'on a fait par la suite. Mais en fait, avoir un bon produit, c'est indispensable, c'est vrai. Il n'y a aucune entreprise, aucune marque qui va fonctionner avec un mauvais produit. Mais faut garder en tête que la distribution, c'est le nerf de la guerre. Mine de rien, une entreprise, pour qu'elle marche, il faut avoir une récurrence financière. Et, oui, c'est un peu le pragmatisme de tout entrepreneur, je crois. Appris, et c'est pas inné, ça je l'ai appris avec les vagues qu'on a pris dans le nez. On parlait effectivement dans un resto, comme tu disais, c'est facile, mais en fait c'est tous les jours qu'il faut être au taquet, et en fait vendre un produit en soi, c'est ça la clé. Il y a une telle concurrence, il y a tellement de possibilités, tellement de produits que si t'es pas là tous les jours, tu te fais zapper assez rapidement. Donc la discipline. Là, moi, c'est un mot que discipline et des bonnes idées de distribution. Vraiment, finalement, c'est quand même facile, avec de l'énergie et du temps, d'avoir un beau produit, d'avoir un bon produit, d'avoir quelque chose qui a de la gueule, qui a du sens, qui est bien fait, qui est innovant. Mais si ça s'arrête là, en fait, Alors toi, clairement, les canaux de distribution aujourd'hui, à part l'export, on te trouve où ? Alors, effectivement, donc, on a 80% de notre distribution qui est réalisée sur le CHR, café, hôtel, resto, justement parce que, comme on le disait, ce sont les personnes qui ont une mentalité de précurseur. Donc, c'est là où, évidemment, on a une appétence. Le site e-commerce, de plus en plus, mais ça aussi, c'est j'imagine, comme construire un blog, comme construire une chaîne de podcast, on ressort le bon an, mal an ou pas ? Oui, on le ressort, on l'aime. C'est une difficulté de tous les jours, et c'est croissant, mais c'est pas exponentiel. Il faut du temps pour avoir une communauté, pour commencer à faire du e-commerce. Donc voilà. Puis après, il y a les événements, il y a les salons, il y a les potentiels festivals, oui, la visibilité. Visibilité, mais il faut avoir les idées qui sont intéressantes. Et en soi, quand on n'a pas un budget non plus dingue, il faut en plus avoir les bonnes idées aussi, potentiellement avoir un petit peu de réseau pour aider. C'est ça. Ok. Première partie finie. Impeccable. Wow. Eh ouais. Deuxième partie. Alors, ceux qui le savent, tant mieux. Ceux qui ne le savent pas, ils vont le savoir. Moi, je suis une ancienne prof de lettres. Donc, c'est une reconversion, le métier de chef et de podcasteuse depuis 2 ans, que j'adore. Donc, je vais vous lire un passage et après, je vous poserai une petite question. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. 1922, Monsieur Proust. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? Oh, je sens que Anthony va répondre. Moi, c'est très simple. C'est un plat assez finalement très simple, mais que mon père y fait. C'est des pâtes à l'ail qu'il nous faisait très souvent. Et c'est des pâtes que je pense, comme beaucoup de chefs ou de personnes, j'essaye de faire. Et même, je pense, en théorie, je pourrais dire que je m'y connais un peu mieux. Je ferai jamais le goût de ces pâtes que mon père y fait, à l'ail,
avec du persil, ça paraît simple en fait, mais... C'est vrai que moi, c'est tout de suite, je pense à ça. Dans la cuisine libanaise, il y a beaucoup d'ail. Alors, votre crème d'ail, la crème d'ail, là, c'est juste une... Mais c'est bon. Best-seller, ouais. Best-seller. C'est vrai. Okay. On en met partout, ouais. Nia ? Et moi, c'est compliqué parce que... moi, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais moi, j'ai une culture qui est assez particulière. Je suis né en Israël, j'ai grandi en Haute-Savoie, d'une maman d'origine marocaine, d'un papa d'origine algérienne. Donc, ça fait un sacré mélange de saveurs, et j'ai grandi dans tout ça. J'ai grandi dans le fromage parce qu'au Savoyard, et donc autant te dire que la raclette, tartiflette, reblochon, même si j'ai plus le droit d'en manger maintenant, ça reste quand même des odeurs et des saveurs qui me plaisent énormément. J'ai finalement découvert pas mal de choses sur la longueur, mais en même temps avec des biscuits au miel, avec une grand-mère qui faisait un couscous phénoménal. S'il y a bien un truc qui lie tout ça, je dirais, c'est marrant parce que j'ai l'impression de me répéter des fois, mais je dirais que c'est le pain. Mais c'est le pain de ma mère et de ma grand-mère, parce qu'elle faisait du pain du vendredi soir, quoi, du pain de Shabbat, qui est un pain brioché. Et c'est les challah, en fait. Et ce pain, tu tartines une pâte à tartiner qui a une très mauvaise réputation dessus. et je pense que c'est ça, en fait. C'est l'odeur du pain chaud. Et tu pourrais tartiner de la crème d'ail. Ah, mais non, mais je l'ai déjà fait, rassure-toi. Tu peux tout tartiner dessus, c'est une catastrophe, parce que c'est du pain brioché. Et que sur le pain brioché, tu fais ce que tu veux. C'est incroyable. Tu le crames un peu et tu mets du foie gras, tu le tartines avec du beurre et du miel incroyable, c'est fou et vraiment je crois que c'est vraiment ça ma Madeleine de Proust, c'est ce pain, ouais. Super. Messieurs, je dirais les pommes de terre rôties de ma grand-mère. C'est vrai que j'ai pour l'habitude de mettre un œuf cru dessus. Je sais pas si ça se fait aussi. Ouais. Tout ça c'est lorrain. Ça c'est lorrain. Je sais pas si c'est forcément lorrain, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on m'a appris à les manger. C'est vrai qu'elle les fait dans cette fameuse poêle qu'elle nettoie qu'à moitié, et ça leur donne vraiment un goût particulier et que j'adore, quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je retourne en Lorraine, c'est ce qui me réconforte. C'est leur présence, mais c'est aussi ce moment où elle me fait ce plat et voilà, je mets mon œuf cru dessus et je savoure. Super, mais c'est ça la Madeleine de Proust, c'est comme tu dis, le fait d'être réconforté par cette gastronomie simple. C'est ça. Ah mince, je vais devoir parler d'alcool encore. Oh, mais c'est pas grave. On assume. Le nerf de la guerre. Non, j'ai pu réfléchir pendant que les copains parlaient. En fait, du coup, moi, je vois où c'est quand même, hein, ton coin. Ah. Redis-nous la ville. Saint-Avold. Et encore un petit peu plus à l'est de ton coin, on fait des vins de Riesling qui parfois sont récoltés après les glaces, ce qu'on appelle les Eiswein. Ouais. Et en ce qui me concerne, c'était rien qu'en parler, j'en ai encore. On voit les étoiles dans les yeux. Bon, la dégustation de vin, 50%, ça reste quand même le moment où tu le dégustes, où tu peux ressentir quelque chose. Mais c'est l'un des seuls vins qui m'a donné des larmes. Et effectivement, les vins de glace, potentiellement à base de Riesling, c'est quelque chose, quand on a l'occasion d'en avoir devant soi et dans son verre, c'est incroyable. Super, merci. Quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister ? Alors, on va sortir de votre région à chaque fois, hein, mais un autre plat régional qui vous plaît. On reste basé sur la France ou est-ce qu'on parle de région française ? Ah non, pas du tout. Région du monde. Voilà, comme ça, je dirais le curry rouge. Un bon curry rouge thaïlandais. C'est vrai que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est ma passion du moment, faire différents restaurants thaïlandais pour trouver celui qui va me plaire le plus. Très bien, donc on aura des adresses. Peut-être. Je les garde pour moi. C'est vrai que oui, je dirais un bon curry rouge. Super, ouais. Très bien. C'est les linguine et vongole. Ah. Je suis capable de parcourir toute l'Italie et de manger que ça pendant 2 semaines. C'est vrai. Et ça, c'est mon primi piatti. Je prends pas l'antipasti généralement. Je prends vraiment le primi piatti. Et puis derrière, je vais manger une petite viande sans légumes, sans rien. Mais par contre, ça commence toujours par les linguine et vongole. Et c'est une catastrophe. Non, c'est un délice, c'est pas une catastrophe. Ça fait marrer ma femme. C'est du poisson, c'est des coques. C'est pas très. Non, mais riche. Vraiment, ouais. Ouais, puis je suis incapable de ne pas en commander quand j'en vois. Oui, c'est carrément irrésistible. Ouais, vraiment. On salive, là, il est 11h du matin. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Tout à l'heure, il nous parle de sa cuisine. On a tous envie de finir sur la tasse à midi. C'est ça. Anthony, du coup ? Moi, je dirais une escalope milanaise. C'est un plat qu'on peut trouver facilement. Et moi, j'aime bien tester l'escalope milanaise quand je vais dans des restos. Je me dis, c'est une valeur. Si ça, c'est bon, tout est bon. Ça va être bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Et la panure, simple, j'adore, ouais. Voilà, c'est surtout la panure, quoi.
C'est marrant ce qu'il vient de dire, j'appelle ça l'éclair au chocolat. Ça marche pour tout en fait, ça marche pour des boissons que tu connais. Et ça rejoint ce que tu disais, qu'il est très difficile en fait de comparer quand c'est un nouveau segment. Et c'est là où c'est difficile pour les gens d'avoir un achat impulsif sur quelque chose, sur un nouveau segment. Parce qu'en fait, si tu rentres dans une pâtisserie et que tu commandes une pâtisserie dont tu n'as jamais entendu parler, c'est peut-être une bonne pâtisserie, mais ça t'en dit pas plus. Par contre, si tu commandes un éclair au chocolat ou une viennoiserie que tu connais par cœur, tu as un moyen de comparaison. Tout le monde a son référentiel en fait. C'est exactement. Et du coup, si jamais c'est un super éclair au chocolat, eh ben la pâtisserie est exceptionnelle. Enfin, le lieu, le pâtissier, tout est exceptionnel. C'est pareil, la milanaise, c'est ce que je ressens. Souvent, je teste ça et après, je me dis, ok, ça c'est incroyable. Je testais l'ossobuco, tester ça. Je vais y retourner, quoi. Super. Carbonade flamande, quand même. Il faut sortir de sa région, mais comme je suis du Nord et qu'on parle d'un plat du Pas-de-Calais, c'est bon. Avec une bonne bière. Donc, bière brune, essentiellement, ou tu mets quoi comme bière en tout cas, dans la préparation, et une bière brune, ouais. Et ça, c'est carbonade, irrésistible. Pour ceux qui ne savent pas, avec une petite tranche de pain d'épices moutardé, tu le fais. Moutardé. Ouais, ça on adore. Très bien. Pendant quelques heures, Et toi, tu l'as dit, tout le monde a répondu. Sauf toi. Et toi moi, je réponds jamais, moi. Moi, je me confie jamais. Je dis, il y a trop de choses sur les réseaux, donc je me tais. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur. Huile de ruche. Putain, moi, il est souvent vide. Du beurre. Du beurre. Demi-sel ou doux? Demi-sel. Demi-sel. Récemment, j'ai acheté une baratte en plus. Alors là, ça devient une occupation de week-end. C'est génial, ça. Ah ouais, donc tu fais ton propre beurre. Ouais. C'est canon. Et tu l'aromatises avec des herbes ou des épices ou tu le fais brut? Avec des cristaux de sel, peut-être? Fleur de sel. Ah ouais. Bravo. Très bien, donc du beurre. On arrive. Je dirais du pain sans sel. J'adore le pain sans sel et c'est vrai que du coup, à la maison, on le fait nous-mêmes. Et du coup, on peut prendre cette liberté de ne pas en mettre et forcément en commander chez un boulanger. À chaque repas, en tout cas, j'accompagne de mon pain sans sel fait dans la journée ou en tout cas des jours précédents. Top. C'est bien. Moi, c'est bizarre parce qu'il est souvent vide. Je suis quasiment tout le temps au resto, en fait. Ouais, je sais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a toujours dans le frigo du resto? Du beurre, c'est vrai. Dans le frigo du resto, on a tout. Je sais pas, moi je dirais le labné, le fromage blanc un peu... je pense que tu connais, le labné avec un peu d'huile d'olive, simple. On en a toujours. Ça, par contre, j'en ai à la maison, toujours. Un pot qui reste tout le temps. Voilà. Et toi, Nir? Du houmous. J'aurais pu dire houmous au resto, c'est vrai. Et quand j'en ai pas, j'ai un pot de pois chiches et de la trina pour pouvoir en préparer. Parce que je le fais, je l'achète pas. C'est tellement simple à faire. Ouais, non, puis c'est une catastrophe. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas une semaine où j'en mange pas. On s'en lasse pas. C'est vrai qu'on s'en lasse pas. C'est toute mon enfance. Ça aurait pu être ma Madeleine de Proust, mais c'est mon obsession, c'est pas pareil. Je suis capable de pas manger juste pour en manger, quoi. Et à Mazat, ils font du houmous pimenté. Ah, mais t'inquiète pas, je prends la carte directe. Ah non, c'est à l'autre bout du monde de chez toi, mais c'est pas grave. T'as une moto. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. En moto, c'est rapide. En moto, c'est rapide. Bon, super. Est-ce que vous pourriez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Qu'est-ce que c'est pour vous, la cuisine? Qu'est-ce que ça représente? Allez-y, on part dans la poésie. J'adore en ce lundi matin. Allez, je me lance. Pour moi, cuisiner, c'est faire un trait sur la journée et m'asseoir à table avec ma famille pour qu'ils aient des bonnes choses à manger. C'est beau. Alors moi, je dirais que c'est lâcher prise. Parce que pour le coup, effectivement, quand tu es en fin de journée, que tu as dû rester concentré sur à peu près toutes les tâches que tu as dû faire dans la journée, la cuisine, c'est quand même vachement intuitif. À moins de suivre une recette à la lettre, mais en ce qui me concerne, c'est rare. C'est laisser son intuition te guider. C'est quand même vachement agréable. Alors moi, j'ai envie d'entendre Anthony, parce que nous, c'est notre métier, la cuisine. Donc quand on dit, alors on lâche prise sur notre métier, comment ça se passe? mais bizarrement, c'est le moment où je suis le plus tranquille. Ouais. C'est le moment où je suis le plus tranquille et... c'est notre passion, cuisiner c'est notre passion, pour moi c'est ma liberté. Et finalement on cuisine tout le temps en fait. Moi tout le monde me dit, parce que moi je rentre à la maison, je cuisine alors que j'ai cuisiné toute la journée. Mais mais je te rejoins parce que c'est un moment peut-être un peu égoïste que je veux dire, mais moi l'un des meilleurs moments c'est quand j'arrive au resto le matin avant, il n'y a personne en fait. Et là je cuisine avec un peu de musique et même si je fais ça toute la journée, tout le temps, tous les jours, c'est le meilleur moment pour moi. Mais je comprends. Voilà.
Je dirais que c'est un défi que je me lance à moi-même à chaque fois. Mais plus par le sens de... J'adore cuisiner. Donc pour le coup, j'en ai fait beaucoup aussi quand j'ai commencé avec Olivier. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me mets un challenge à moi-même. Donc c'est-à-dire que si par exemple ça n'a pas le goût que je veux, je vais m'en vouloir et du coup ça va m'énerver. Donc c'est vrai que j'essaie d'atteindre, on va dire, à chaque fois ce que j'ai envie. Et du coup, si je me loupe, ou en tout cas ça n'a pas le goût escompté, je fais en sorte que la prochaine fois, ça soit encore mieux. Marche. Donc c'est vrai que moi je vois plus ce côté défi et tiens, je vais faire une nouvelle recette, je vais m'aventurer vers quelque chose de différent. Et du coup, en ce moment, on revient sur le curry rouge. Je commence à bien le maîtriser. Top. Et la dernière question que j'adore, quelle est pour vous la définition de la passion ? Parce que je n'invite que des gens qui sont passionnés. Que ça. C'est le dénominateur commun. Moi, je dirais que c'est faire, peu importe ce que c'est, c'est faire quelque chose sans réfléchir, naturellement. Ouais, du coup, pour rejoindre ça, je dirais que c'est être soi-même. En fait, s'écouter et dire vraiment, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie. C'est ça. Et du coup, quand on fait ce qu'on a envie, habituellement, on est passionné. Donc, voilà. Il en reste 2. 2 passions. Je dirais que la passion, c'est un moteur qui te permet, sur une discipline donnée, de faire des efforts que beaucoup ne pourraient pas faire. Ça, c'est beau. Non, c'est un fruit qu'on coupe en 2 avec des petits crins dedans. Et c'est un peu acide. Et en fait, ça représente bien la vie. Et dans le cocktail. J'adore la métaphore. Ouais, ça représente bien la vie parce qu'en fait, la passion, c'est un peu d'équilibre entre l'acidité, la texture. Et puis même si tu as des petits pépins, tu les sens pas trop. Et du coup, je déteste le fruit de la passion. Pour le coup, je n'aime pas l'acidité, donc c'est compliqué pour moi au quotidien dans plein de trucs. Mais du coup, je suis obligé de jouer la carte de l'objectif et pas du subjectif, mais en aucun cas, je peux dire que personne n'aime le fruit de la passion. C'est quelque chose qui est comme la vie. Il y a plein de petits pépins, mais tu le manges quand même. Et c'est drôle, en fait. Et c'est ça, pour moi, la passion, c'est que tu sens plus les petits pépins. Oh, je lui ai mis des larmes. Je lui ai mis des larmes. Ah, c'est trop beau ce que tu as raconté. C'est trop beau. Il a invité toutes les semaines. Non, mais alors, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai. C'est vrai. Je t'ai mis les larmes aussi. Séquence émotion, mouchoir, Kleenex, sponsor. Eh ben, je vais conclure. Alors, comme à chaque fois, donc là, même le 50e ne déroge pas à la règle. Et j'écris toujours la conclusion en live. Parce que vous m'inspirez, parce que voilà. Et encore, j'aurais pu écrire d'autres choses, mais bon, il faut vraiment que je conclue. Rien n'est prédéfini dans la vie. Mes 4 invités masculins m'ont confié leur parcours, leur sensibilité, leur soif de partage et de découverte, leur philosophie de vie nourrie de leurs expériences et de leurs belles rencontres. Ce podcast strictement masculin m'a conforté dans le choix de m'être lancé dans l'aventure podcast. Infiniment merci, messieurs. Merci, Paul-Augustin. Merci beaucoup. Merci, Anthony. Merci à toi. Merci à bientôt, Anthony. À bientôt. À bientôt. Et bravo aussi. Merci, Eden. Merci. Et merci, Nir, pour cette petite séquence émotion. Plaisir. Merci de nous avoir invités. C'était incroyable. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.